hiérarchie. Ben, il y avait d'abord en bas, il y avait le prisonnier lambda qui avait tous les devoirs et aucun droit. Un chef de travail, c'est un capot. Au-dessus du capot, il y a le super capot, qui s'appelait Lagerkapot d'ailleurs, capot du camp, qui était le grand chef. Et puis au-dessus, c'était les SS. Les gardiens sont des SS Totenkopf, c'est-à-dire tête de mort. Quand ça a 35 000, 50 000, 60 000 personnes qui vivent tous les jours là. Donc il faut des services internes qui sont la cuisine, les douches, la désinfection. Et ces services internes sont tenus, exécutés par des déportés, pas par les SS, pas par les soldats allemands. C'était un des points de sadisme particulier des SS, de confier à des droits communs la gestion de camps. C'était des criminels. Les politiques, même ceux qui étaient démoralisés par 12 ans de prison et de camp, c'était des politiques, ils avaient une idée du monde, ils pensaient qu'on leur avait dit qu'ils s'étaient battus contre le nazisme parce qu'il fallait être fraternel, solidaire, et malgré leurs défauts personnels, ils continuaient à le faire. Et vous entendez d'abord des hurlements, ça c'est le premier signe qu'on arrive, il y a des abois de chiens, on vous descend des wagons à coups de matraque, on vous fait aligner par 5 en donnant des ordres en allemand que la plupart des gens ne comprennent pas. Et tout ça se passe dans la plus extrême confusion. Et on avait donc le chien qui aboyait, on était bousculés pour se mettre en rond. Il y avait les SS qui étaient là, avaient des sortes de bâtons de caoutchouc pour nous frapper, pour nous inciter à nous mettre par 5 le plus rapidement possible. Naturellement, avec ma mère et ma soeur, nous essayons surtout c'était de rester ensemble, de ne pas nous séparer. Mais enfin, on ne savait toujours pas où on était. Et puis nous sommes partis à pied vers le camp où on avait arrivé, les déportés. Et ces femmes qui étaient arrivées étaient venues pour nous faire déshabiller, raser tous les poils du corps, et la plupart des convois ont rasé les cheveux aussi. Moi je veux dire, là dans ce convoi on n'a pas eu les cheveux rasés, on a eu les cheveux coupés courts et pas rasés. Ça a été un grand privilège de ne pas avoir les cheveux complètement rasés, parce qu'une femme qui a les cheveux rasés, c'est vraiment très humiliant, très perte d'identité, très lourd. Et puis après avoir rasé, on nous a tatoués et on se dit si on tatoue c'est qu'en fait ils doivent penser que jamais on sortira, c'est comme du bétail, c'est une façon de nous identifier, d'empêcher qu'on s'évade. Ce qu'ils nous donnaient c'était exprès des haillons, même s'ils avaient été avant, on venait de teint, on les avait déchirés pour qu'on les porte déchirés avec des marques dans le dos, des peintures pour qu'on ne puisse s'évader, qu'on soit reconnu, et des tas de chaussures dans lesquelles on essayait de trouver quelque chose, mais il n'y avait jamais la paire. La vie au camp de concentration était non seulement extrêmement dure, mais en plus était complètement déphasée. Dans mon bloc, par exemple, vous aviez des rideaux aux fenêtres, vous aviez des fleurs au bout de la baraque. En même temps, on tuait des gens qui cultivaient ces fleurs. Nos jolis bancs vernis du réfectoire ne servaient qu'à nous taper dessus. Il y avait tout un univers déphasé, comme au camp de Münchenau après. Il y avait une piscine qui ne servait qu'à noyer les gens. Au camp de Buchenwald, vous aviez un orchestre composé des meilleurs musiciens européens qui avaient été affublés de tenues de cirque et qui devaient jouer lorsqu'on pendait les gens. Vous voyez, là, à la fois l'horreur et le grotesque. En hiver, il y avait d'abord la pelle, ensuite il y avait le travail jusqu'à midi, devoir de 6h à midi. À midi, on avait un arrêt d'1 heure, et puis on remettait ça encore 5 heures l'après-midi. On rentrait, il y avait 2 nouveaux appels, qui quelquefois duraient plusieurs heures. Ensuite, on nous servait une soupe,
Et puis c'était le couvre-feu. Nous étions très peu vêtus et le froid est une souffrance dont on se souvient. Deuxièmement, la faim. Nous étions très peu nourris. La faim est une expérience lourde et qui risque de vous entraîner à perdre ses vertus, car quand on s'aperçoit qu'il y a un petit peu quelque chose à glaner quelque part, même si ça ne vous appartient pas, la tentation de le chipper est forte. Il faut résister. Troisièmement, l'absence de sommeil. On dormait difficilement, car nous dormions dans des bas-flancs où nous étions 2 ou quelquefois 3. Difficile de bouger, il faut s'habituer à dormir immobile, et donc on dort mal, et c'est aussi quelque chose qui pèse. 5 heures du matin, pratiquement pour faire sa toilette, il n'y avait rien. On n'avait donc plus nos vêtements, on passait à la douche, qui était tantôt chaude, tantôt froide, pas de savon naturellement, pas de serviette, de toilette, rien. Le dimanche, quelquefois, on restait un peu plus, enfin, on n'allait pas au travail en principe. Je suis donc arrivé à Dora, je pense que c'était le 8 février 1945, et j'y ai été tout de suite enfermé dans ce qui s'appelle le bunker, c'est-à-dire la prison du camp. Et je ne savais pas ce qui allait m'arriver. Je n'étais pas très optimiste. Au bout de 7 jours, après avoir été interrogé par un SS à 2 reprises, j'ai finalement su que ce SS, au lieu de nous condamner à la pendaison, nous a simplement condamnés à prendre place dans un commando disciplinaire. Nous appelions musulmans nos malheureux camarades déportés qui étaient hors de tout, qui marchaient comme ça sans s'intéresser à quoi que ce soit et dont on sentait qu'ils n'allaient pas survivre longtemps. Les médecins n'étaient pas des médecins, les outils n'étaient pas stérilisés. Vous étiez sûr d'avoir des complications d'infection, donc il valait mieux s'abstenir. Les médecins nazis pouvaient expérimenter et faire ce qu'ils voulaient sur les cobayes humains. J'ai d'abord participé à la construction de la route qui arrive au camp du Struthof. Au camp de Münchenau, j'ai fait du déblaiement et j'ai travaillé pour la Deutsche Reichsbahn, c'est-à-dire la SNCF allemande, pour la réparation des voies qui étaient perpétuellement cassées, endommagées par les bombardements. Donc, un travail de force. Dora était un camp où on essayait plutôt de nous éliminer que de nous conserver, même si on travaillait, parce qu'on ne voulait pas que nous puissions parler au dehors de ce qui se faisait à Dora, où on construisait les fusées sur lesquelles Hitler comptait pour mettre l'Angleterre à genoux. C'est un camp où ont été envoyés depuis Buchenwald des successions de déportés, beaucoup de Français, qui mouraient très vite, qui mouraient comme des mouches à Dora. On restait rarement plus de 2 mois dans le tunnel, mais il y en avait toujours d'autres qu'on envoyait, qu'on renvoyait. De sorte que le nombre de Français qui sont morts à Dora est considérable. C'était un camp où on vivait dans des baraques, mais où on travaillait dans un tunnel, un endroit à l'intérieur duquel se fabriquaient ces instruments de mort. La mort était quelque chose de commun pour nous, si vous voulez, et on voyait autour de nous tomber tous ceux que nous connaissions, et qui étaient remplacés par d'autres. Ramasser un cadavre, c'est quelque chose d'inerte, hein. Mais tous ces cadavres avaient des expressions de souffrance. En particulier, personne ne se préoccupait de leur fermer les yeux ou de leur fermer la bouche.
si bien que tous les cadavres nous donnaient l'impression de quelqu'un qui hurle de souffrance. Ça a frappé au début, mais ça n'a pas duré très longtemps, hein. On s'habitue à ce genre de choses. Un des moments les plus affreux, c'est celui où je me trouvais dans le camp de Dora, un camp très dur, où on mourait beaucoup, et un camp sur lequel les autres camps, les camps de l'Est, étaient évacués vers le début de l'année 1945. Et un jour, sont arrivés de camps qui venaient de l'Est, des camions chargés de cadavres. La corvée consistant à dégager les camions, à enlever les corps de déportés venant d'autres camps et qui étaient morts, à les déshabiller et à jeter leurs corps sur des bûchers. Le crématorium de Dora, où normalement on brûlait les morts, était surchargé, il y en avait trop, et pour y remédier, on faisait des bûchers. C'est une expérience que je ne recommande à personne de partager avec moi.